Responsable Team Event au comité Ujamaa, et c'est vraiment un honneur pour moi ce soir de modérer la conférence dédiée à, je veux dire, une figure souvent oubliée et sous-représentée de l'histoire, la femme africaine. Cette conférence, elle mettra en point, l'enjeu contemporain et historique du rôle politique de la femme africaine, qui a été invisibilisé par le système capitaliste. Et donc il est de notre devoir, donc par cette minimisation, de remettre au point cette image et de la ressusciter pour justement une élévation de notre peuple et de nous, mais aussi du continent. Pour ce faire, la conférence sera présentée par les membres internes du comité Ujamaa, que sont Divine, Nada, Ange, Mary et Joël. Je pense qu'on peut les applaudir. Je tiens encore à vous remercier pour votre présence. Merci beaucoup d'être là. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Comme d'habitude, ce sera une conférence, donc une présentation, donc aspect historique, aspect contemporain. Il y aura juste, par rapport aux questions, ce sera plus à la fin. Donc gardez-les pour la fin en tout cas. Il y aura une petite séance entre nous. Donc voilà, je pense qu'on peut commencer comme ça. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Et surtout un grand merci d'être présent pour cette thématique et particulièrement cette grande conférence qui est donc la femme africaine, d'héroïne politique à CG politique martyrisée. Vous savez, quand on exprime des espoirs historiques, on a tendance à entendre ce genre de phrases. Par exemple, cet homme était un grand sauveur. Il a sauvé sa population de l'oppression et de l'oppresseur, et surtout, il a sauvé sa nation. Des grandes personnalités historiques, je peux en citer, telles que Thomas Sankara, Patrice Emery Lumumba, dont le mausolée a malheureusement été profané par des grands incultes, Umniobé, Sylvanus Olympio, Mehdi Ben Barka, et encore, la liste n'est pas exhaustive. Maintenant, c'est une question que je vous pose. Serait-il possible que vous nous citiez des personnalités historiques, en précisant féminines, qui ont marqué notre histoire et l'histoire? Des réponses, hein. Des personnalités historiques féminines. Yes. Et? Très bien. Encore? Très bien, j'aime beaucoup ces réponses. La seconde question serait de savoir pour quelles raisons les personnalités historiques que vous venez à peine de citer sont-elles connues et pour quelles raisons elles ont été invisibilisées et minimisées par l'histoire et par un système précis, selon vous? Et encore? Et pour quelles raisons, selon vous? Femmes noires, africaines. Pour quelles raisons ces personnalités ont été invisibilisées par l'histoire? Parce qu'elles étaient dangereuses. Très dangereuses. Très intéressant. En tout cas, réponse très intéressante. Tout au long de cette présentation, nous allons donc définir le rôle politique de la femme africaine dans le continent et en dehors du continent, autrement dit dans la diaspora. Nous allons donc comprendre comment cette invisibilisation, minimisation du rôle politique de la femme africaine a-t-il été appliquée par un système précis qui est donc le système capitaliste patriarcal. Afin donc de comprendre tous ces mécanismes, tous ces facteurs qui ont permis cette dite invisibilisation du rôle politique de la femme africaine, nous allons débuter avec l'approche historique, dont celle-ci se scinde en deux parties. L'approche historique du rôle politique de la femme africaine en Afrique et l'approche historique du rôle politique de la femme africaine en dehors de l'Afrique, dans la diaspora. Nous voici donc au XVe siècle, précisément en 1492, une période temporelle qui est connue de tous, étant donné que ça a été la présupposée découverte des Indes, en réalité des Amériques, par l'explorateur génois Christophe Colomb. Entre-temps, l'historien français Fernand Braudel définit l'économie monde du XVe siècle comme étant une forme de capitalisme marchand, dit également capitalisme mercantiliste, qui permet donc un échange de biens et de services de marchandises entre différents acteurs afin d'avoir pour résultat un accumul de richesses, voire un accumul de capital. Nous revenons donc au XVe siècle. Nous sommes toujours à cette même période.
Et nous pouvons constater que le capitalisme marchand, ou encore capitalisme mercantiliste, a changé de forme. Elle a changé de forme à travers les expéditions qui s'est manifestées. Comme l'historien également américain, Edward Baptiste le définit dans son livre The Half Has Never Been Told, Slavery and the Making of American Capitalism. Il définit bien sûr dans une perspective américaine que le capitalisme américain a pris son essor à partir du commerce triangulaire, en réalité des razzias négrières, autrement dit de la traite négrière. On peut donc transposer le capitalisme américain avec le capitalisme mercantiliste qui s'est transformé plutôt dans le vieux continent, donc l'Europe, à travers les nombreuses expéditions. Qui dit nouvelle expédition dit nouvelles terres connues, et particulièrement des régions riches en minerais. Et qui dit régions riches en minerais et des nouvelles terres connues dit également des populations qui ont abrité tous ces territoires et qui ont été réduits en esclavage. Ainsi, nous allons donc découvrir comment ce capitalisme marchand s'est implanté en Afrique avec des politiques coercitives. Et nous allons également découvrir et particulièrement étudier les personnalités historiques qui les ont contrées. Telle que la grande reine Nzinga. Je suppose que vous la connaissez tous. C'est une grande personnalité historique qui a marqué son rôle politique et qui a assumé celui-ci, en disant clairement qu'elle ne sera pas possédée de son rôle politique et que son rôle politique fera une partie intégrante de son corps social. Afin donc de comprendre l'accession politique de la reine Nzinga, il est primordial de comprendre le contexte historique. Celle-ci est née en 1563 et est décédée en 1663 à l'âge donc de 70 ans. Elle est la fille de Ngola Mbandi Kilonadji plutôt. C'était le roi du royaume de Matamba. Et le royaume de Matamba était un royaume qui se trouvait à l'intérieur du grand royaume confédéraliste qui était donc le royaume Congo. Le royaume de Matamba était également le royaume voisin du royaume de Dongo, qui était en réalité un royaume vassal du grand royaume confédéraliste du Congo. On peut donc constater qu'à cette période-là, le royaume Congo, qui était donc confédéraliste, comme je viens de le dire, a été en relation avec le Portugal. Et ce qui est important de constater, c'est que le Portugal était un des empires esclavagistes du XVe siècle. Le Portugal, au même titre que l'empire d'Espagne, était un empire qui maintenait en tout cas cette politique coercitive envers les autres populations, envers les autres territoires, particulièrement envers l'Afrique. Ainsi, le royaume du Congo connaissait des politiques avec le Portugal, bien que leur relation ait débuté de façon très diplomatique avec l'échange de couture ou autres entre différents États. On peut constater qu'au fur et à mesure, le Portugal a entraîné des politiques coercitives envers le royaume Congo. Ainsi, le royaume de Matamba et de Dongo faisait partie intégrante du royaume Congo. Pour donc comprendre le contexte historique, pour être plus précis, bien sûr, en 1617, le roi Ngola Mbandi Kilonadji décède. Pour rappel, le roi Ngola était le père de la reine Nzinga. On peut constater que l'accession du rôle politique de la grande reine Nzinga s'est manifestée à partir de 1620. Il est important de savoir que quand le roi, donc en gros le roi Ngola est décédé, celui-ci avait octroyé le trône à son grand-fils, qui était donc le grand frère de la reine Nzinga. Et le grand frère de la reine Nzinga, constatant que l'empire du Portugal avait cette envie prégnante de prendre possession de son royaume, qui était donc le royaume de Matamba, celui-ci a exigé et obligé sa reine d'aller à Luanda, étant donné que Luanda à l'époque c'était un terrain très stratégique pour les Européens, particulièrement à travers la traite négrière. Celui-ci avait donc obligé sa sœur, l'avait envoyée en tant que corps diplomatique à Luanda pour parler avec le gouverneur du Portugais, João Cao de Souza. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'à partir de la rencontre entre le gouverneur et la reine Nzinga, une certaine évaluation du rôle politique s'est manifestée. Pour quelle raison ? Parce que celui-ci avait accueilli la reine, en réalité, sous un tapis, tandis que lui était assis sur une chaise. Il avait donc minimisé le rôle politique de la reine, la considérant simplement comme étant une personnalité brève. La reine a affirmé son rôle politique en ordonnant une de ses servantes à plier son dos et afin que celle-ci s'assoie sur celle-ci, enfin plutôt sur le dos de sa servante. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que les Portugais, particulièrement le Portugal et la cour royale portugaise tout simplement, a retenu son caractère politique, a retenu la façon dont la reine s'était manifestée, en disant tout simplement que je suis au même titre que vous. Et on peut constater que l'accession politique et particulièrement le champ politique de la reine Nzinga s'est manifesté tout au long de sa vie. En 1624, celle-ci devient officiellement reine, parce qu'en 1620, celle-ci n'était qu'une princesse, étant donné que c'était son frère qui était au trône. Et en 1541,
on peut constater que l'accession et particulièrement le rôle politique de la reine s'est davantage affirmé, étant donné que celle-ci avait fait des collaborations avec les pays étrangers, particulièrement les pays en conflit avec le royaume de Portugal. Rappelons-nous qu'à ces périodes-là, le Portugal était un empire esclavagiste et que celui-ci voulait prendre des grands terrains fertiles au royaume Congo, dont le royaume de Matamba. La reine a affirmé son rôle politique plutôt, en faisant tout simplement des collaborations avec le Royaume-Uni et les Provinces-Unies. Par exemple, en 1641, c'est une date qui est extrêmement connue durant son règne, étant donné qu'elle est parvenue non seulement à créer une collaboration, enfin plutôt le royaume de Matamba, le royaume de Dongo était devenu un royaume uni, mais surtout, elle est parvenue à chasser les Portugais de son royaume, bien que ça ait été de courte durée. Et en 1663, la reine décède, laissant un grand héritage politique. Tout comme la reine Anzinga, nous avons également Cécile Fatiman. Cécile Fatiman, une grande révolutionnaire qui est parvenue à créer un événement historique qui est connu de tous. La cérémonie de Bois Caiman, par la suite, la grande révolution de l'île de Saint-Domingue, devenue par la suite Haïti. Pour donc comprendre le contexte politique, il faut également étudier sa brève vie. Elle est née en 1771 et décédée en 1883 à l'âge de 112 ans. Elle était une femme africaine qui a été vendue en esclave, bien sûr, sans son consentement. Elle est devenue par la suite une révolutionnaire. Le contexte historique et culturel de son temps était que l'île de Saint-Domingue faisait partie d'une des colonies françaises les plus riches en ressources naturelles et les plus riches en main-d'œuvre, et que cette île était tout simplement sous l'emprise du grand empire esclavagiste français. Également, celle-ci a manifesté son accession politique en étant l'initiatrice de la cérémonie de Bois Caiman. Pour comprendre cela, il faut savoir que l'île de Saint-Domingue, à partir de 1790, bien que des révoltes ont été manifestées bien avant, a connu de grandes émeutes, a connu de très grandes révoltes, et particulièrement cette volonté d'émancipation et d'indépendance. À partir de 1790, donc, l'île de Saint-Domingue était sous le feu de l'évolution, ce qui a permis très rapidement à cette même période la grande cérémonie de Bois Caiman. La grande cérémonie de Bois Caiman a tout simplement été le rassemblement de tous les révolutionnaires de l'époque. On peut parler de Jean-Jacques Dessalines et encore. Et Cécile Fatiman, auprès de Diti Boukman, a permis ces grandes cérémonies, permettant ainsi de faire évoluer l'indépendance vers une indépendance totale. Très rapidement, la nuit de 21 au 22 août 1791, les émeutes se sont manifestées. Il est important de savoir que même ces cérémonies, c'est en réalité un rassemblement de nègres marrons. Les nègres marrons étaient un mouvement de résistance, un mouvement de libération d'esclaves. Et on peut transposer cela avec la cérémonie de Bois Caiman. Donc à cette même période, il y a eu des révoltes qui se sont manifestées davantage, permettant donc, en janvier 1804, à la Grande Révolution, à ce que l'île de Saint-Domingue devienne officiellement la première république d'Haïti, et pas seulement cette république devienne officiellement le premier État, plutôt la première colonie peuplée d'esclaves noirs à avoir exigé son émancipation. La grande Cécile Fatiman décédera en 1883 à l'âge de 112 ans. Nous avons parlé plutôt de Anzinga, Cécile Fatiman. Il y a également la résistante solitude, dite la mulâtresse. Celle-ci vit également dans un contexte historique qui est similaire à l'île de Saint-Domingue, étant donné qu'elle était guadeloupéenne et que l'île de Guadeloupe était une des colonies les plus riches, également sous l'emprise du grand empire esclavagiste français. Solitude, la résistante solitude est née en 1772 et est décédée en 1802 à l'âge de 30 ans. Elle est donc une résistante guadeloupéenne, une esclave qui a malheureusement été conçue sous viol et dont sa mère était africaine et qui a été vendue sur les terres d'Haïti dès le bas âge. Le contexte historique, c'est que la Guadeloupe était une colonie française des plus prospères et l'enjeu stratégique pour la France est qu'il ne pouvait pas perdre cette île. Mais on va le découvrir tout de suite pour quelle raison. Pour comprendre le contexte de la Guadeloupe et particulièrement les émeutes qui ont lieu, il faut savoir qu'en 1789, ça a été la Grande Révolution française. La Révolution française qui aurait été cette révolution qui a permis l'émancipation du peuple, la libération de tout peuple en réalité qui était faux. C'était simplement une révolution de classe, nous sommes bien d'accord. Et en 1789, cette émancipation qui a quand même eu lieu, cette indépendance,
s'est manifestée davantage dans toutes les colonies. À savoir également que cette volonté de révolte ou autre n'a pas été influencée proprement par la Révolution française, mais bien antérieurement. À partir de celle-là, en 1790, il y a eu des révoltes qui se sont manifestées en Guadeloupe, permettant donc au peuple guadeloupéen, plutôt au futur peuple guadeloupéen, de revendiquer une indépendance totale de la métropole française. En 1792, constatant que la Guadeloupe demandait sans cesse une émancipation à travers des révoltes, à travers tout simplement l'exécution de grands responsables de l'époque, la nouvelle République française, en tout cas la nouvelle monarchie constitutionnelle, a tout simplement décidé d'abolir l'esclavage de manière officieuse. L'abolition de l'esclavage sera revendiquée officiellement le 4 février 1794. Ce qui est intéressant, c'est que l'abolition de l'esclavage a été en réalité, la France qui a permis donc l'abolition de l'esclavage n'a pas permis par rapport à la Révolution française. Elle a permis, étant donné qu'elle perdait un gain extrêmement économique, un gain très important par rapport aux colonies. L'île de Saint-Domingue défendait son indépendance et particulièrement son émancipation, de même que l'île de la Guadeloupe. Et on peut constater qu'à partir de l'avènement de Napoléon Bonaparte en 1802 dans l'Empire français, on peut constater qu'il y a eu cette revendication de faire revenir le grand empire français. Cet empire qui est parvenu à assujettir d'autres peuples. Ce faisant, en 1802, l'empereur Napoléon Bonaparte a tout simplement aboli la nouvelle loi qui disait que l'esclavage était aboli, permettant donc de faire revenir à un passé tout simplement réduire les peuples, tout simplement permettre aux colonies de revenir à leur état primaire. Ce qui a donné cette évolution et au point où le 4 mai 1802, il y a eu la grande révolte en Guadeloupe, une des grandes révoltes qui est extrêmement connue, étant donné que la résistance de Montsolitude faisait partie des commandants auprès de Louis Delcret, qui était un commandant martiniquais, dont celui-ci s'était également battu auprès de sa femme Marthe Rose. Il est intéressant également de constater que le corps politique de la femme africaine était extrêmement connu dans les nombreuses batailles et dans les luttes. Il n'était pas rare de voir des grands révolutionnaires qui se battaient auprès d'hommes et surtout qui se battaient pour leur peuple. Ce faisant, en novembre 1802, à cause plutôt de la défense de sa cause, Solitude donnera naissance à son fils, ce dernier sera vendu en esclavage et elle finira exécutée, bien que sa mort soit controversée jusqu'à présent. Certaines personnes considèrent, plutôt historiens, considèrent que la mort de Solitude n'a pas été par l'exécution, plutôt elle a été vendue sur une autre terre d'esclaves. Nous avons parlé de la reine Anzinga, Cécile Fatiman, la résistante Solitude. À présent, nous parlons de la reine Yaa Assintewa. La reine Yaa Assintewa est une des personnalités historiques les plus connues, surtout dans la littérature, plutôt dans l'histoire anglo-saxonne, étant donné qu'elle s'est opposée fermement à la cour royale britannique. Pour comprendre son accession politique et particulièrement son rôle politique, celle-ci est née en 1840. À l'ère africaine, on dit 6076, et est décédée en 1921. Elle est issue donc du grand empire Ashanti, dont les parents étaient Kwanke, Aboma et Atapo. Elle avait donc comme titre honorifique mère reine royale. Le contexte donc politique, comme je viens d'expliquer, c'est que l'empire Ashanti connaissait des tensions avec la cour royale britannique, particulièrement la Grande-Bretagne, qui voulait clairement coloniser ce pays, particulièrement ces grands empires, et dans les souverains désiraient tout simplement garder la souveraineté et l'indépendance totale de leur territoire. On peut voir maintenant ici, par exemple, le commandant, ou plutôt le colon Frederick Mitchell Hodgson, et un des discours les plus connus de la reine Yaa Assintewa est ceci, étant donné qu'elle s'était opposée à un certain membre de la cour royale qui ne voulait malheureusement plus défendre le pays par rapport simplement au fait que la cour britannique et particulièrement les armées avaient des plus grosses technologies et qu'au fur et à mesure les guerres devenaient tout simplement très persistantes. À noter également que la guerre anglo-Ashanti ne date pas du règne de la reine Yaa Assintewa, mais elle daterait en réalité du début du 19e siècle. Pour vous dire qu'il y avait ces conditions d'assujettir un peuple total depuis de très longues années et que de mouvements de résistance se sont manifestés davantage jusqu'à la fin. La reine Yaa Assintewa a dit par exemple une phrase extrêmement connue. Je dis ceci, si vous les hommes d'Ashanti ne voulez pas aller au front, alors nous le ferons. Nous, les femmes, le ferons.
J'en appelle à mes concitoyennes, nous nous battrons contre les hommes blancs, nous nous battrons jusqu'à ce que la dernière d'entre nous tombe sur les champs de bataille. Donc, on peut voir qu'à partir de 1824, il y a eu cette envie de coloniser l'Empire Ashanti. Par exemple, également en 1866, Prempeh I, qui était donc le souverain Ashanti, avait exigé que son pays, et particulièrement son territoire, ne sera nullement colonisé par la cour royale britannique. Et on peut constater également que la cession, en tout cas la cession politique de la reine Asantewaa s'est manifestée davantage, étant donné qu'à partir de 1900, il y a eu la Grande Guerre, et la guerre la plus meurtrière anglo-Ashanti, qui a cette fois été menée par la reine Asantewaa, étant donné qu'elle a été le commandant de cette dite guerre. Celle-ci est également nommée la guerre du trône d'or, étant donné que l'Empire Ashanti avait une grande symbolique pour les objets qu'il considérait tout simplement comme spirituels. C'était bien sûr une tradition qui leur était propre. Et pour la cour royale britannique, avoir ces trônes d'or était particulièrement un fait possible, car pour eux, ils considéraient que si on avait ce trône d'or, on avait clairement l'Empire Ashanti, permettant ainsi de coloniser pleinement ce dit empire. En 1902, il y a eu malheureusement l'asservissement de l'Empire Ashanti qui est devenu officiellement un protectorat, mais il est également intéressant de constater qu'il a fallu 2 ans pour que l'Empire Ashanti soit officieusement et officiellement mis en esclavage, particulièrement mis sous la tutelle de la cour royale britannique. En 1921, la grande reine Yaa Asantewaa décédera déportée de son pays. Nous venons donc d'étudier les différentes personnalités historiques qui ont marqué notre histoire et l'histoire. La reine Yaa Asantewaa, Cécile Fatiman, la reine Nzinga plutôt, Cécile Fatiman, la résistance solitude et Yaa Asantewaa. Nous pouvons donc étudier leur personnalité politique et particulièrement leur rôle politique sous plusieurs angles. Le premier angle, c'est qu'il est important de constater, c'est que leur corps politique était propre à leur corps social. Il n'y avait pas de différenciation. C'est-à-dire qu'on ne différenciait pas la reine au champ de bataille, ou on va dire la résistante solitude au champ de bataille et la résistante solitude dans la vie de tous les jours, bien qu'elle vivait dans une société qui était déstructurée par l'esclavage. Deuxièmement, nous pouvons constater ceci, que toutes ces personnalités historiques qui ont été évoquées sont issues de plusieurs classes sociales. Karl Marx définissait 3 classes sociales, le prolétariat, la classe moyenne et la grande bourgeoisie. Par exemple, la reine Nzinga et la reine Yaa Asantewaa sont issues de la grande aristocratie, tandis que Cécile Fatiman et la résistante solitude sont issues du prolétariat. En réalité, elles étaient considérées comme des esclaves. Elles étaient tout simplement considérées des esclaves, non considérées. On leur a dépossédé de leur rôle politique. Et ce qui est également intéressant à constater, c'est que ces 2 femmes ont revendiqué leur rôle politique. Elles se sont réappropriées leur rôle politique qui leur a été retiré qui leur a été retiré sans leur consentement. On peut donc conclure et particulièrement analyser et affirmer que les rôles politiques des femmes africaines ne sont pas spécifiques à une classe sociale. C'est-à-dire que toutes femmes africaines, particulièrement personnalités africaines de l'époque, qui étaient issues de différentes classes sociales, revendiquaient leur rôle politique, l'affirmaient et le défendaient pour leur peuple. Ainsi, nous venons d'étudier le rôle politique de la femme africaine par une approche historique dans le continent. À présent, nous allons étudier le rôle politique de la femme africaine issue de la diaspora et comprendre quelles ont été les luttes qui ont été menées et qui ont été malheureusement favorisées par le système patriarcal capitaliste. Merci Divine, bonsoir tout le monde, Nada ici, enchantée. Merci Divine, parce que elle a permis à toutes les femmes africaines ici présentes de rêver et de se rappeler d'un passé, même si on n'a pas trop le droit de s'en rappeler. Et désormais, ça fait au moins un siècle qu'on lutte, et chaque génération lutte pour que la génération suivante puisse se rappeler de ce qui s'est passé dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé de la diaspora? Parce qu'aujourd'hui, on parle de la femme africaine, mais ça va? Ma voix? Ok, super. On parle de la femme africaine, mais la vraie question à la fin de la journée sera, ok, on sait qu'on est un peu tous dans la merde, voilà, juste pour être très direct, qu'est-ce qu'on fait alors? Si on veut réfléchir en tant que femme de la diaspora, on pourrait regarder une des premières diasporas qui est issue du colonialisme et capitalisme. C'est quelle diaspora? Non.
Quelqu'un ici, quelqu'un? Non? C'est la diaspora qui est issue de l'esclavage. Donc un des premiers trucs que le capitalisme a fait pour conquérir le monde, pour le faire très simple, ça a été de s'assurer qu'il avait accès à une grande main-d'œuvre gratuite. C'était les esclaves. Donc toutes ces personnes mises sous esclavage qui étaient envoyées sur le continent américain, qui venaient d'être génocidées, donc il était en train d'être vidé de la population locale, toutes ces personnes, c'est la première diaspora. Et si je peux avancer. Et si on va regarder cette diaspora, une des premières femmes les plus connues, c'est Sojourner Truth. Quelqu'un connaît? Est-ce que comme ça on fait ah super, ok. Merci Aaron et Gloria qui connaissent Sojourner Truth, c'est génial parce que Truth était une femme incroyable. Donc déjà ici vous voyez, c'est elle. Et en fait Truth, aujourd'hui on prend des selfies. Truth aussi aimait trop prendre des selfies. Elle est la femme noire qui a eu le plus de photos d'elle de l'histoire américaine du 19e siècle. Pourquoi? Parce qu'elle était une femme sous esclavage qui a su se libérer déjà. Donc imaginez déjà le contexte. Elle a su se libérer de son maître. Par la suite, ce même maître esclavagiste gardait encore ses enfants sous esclavage. Donc elle gagne plusieurs procès, devenant la première femme noire à gagner des procès contre un homme blanc pour libérer ses enfants. Et par la suite, elle continue à vivre pleinement son identité de femme noire libre, en continuant à lutter en tant qu'abolitionniste. Le mouvement abolitionniste, du coup, c'est le mouvement contre l'esclavage, et en même temps en tant que féministe. En tant que femme noire, il y avait une représentation qui découle un peu encore jusqu'ici aujourd'hui, très particulière. Est-ce que quelqu'un a des idées sur des stéréotypes qu'on donne à des femmes noires? Agressive, ouais. Donc en fait, très très bien, merci. Elle recevait beaucoup cette idée de femme agressive, on comprend pas trop ce qu'elle dit, en plus elle a un accent bizarre, voilà. Donc du coup en fait, il y avait plein de journalistes blancs qui écrivaient, qui faisaient plein d'articles sur elle, et où en fait on n'entendait pas trop ce qu'elle disait, mais on entendait surtout qu'il y avait une femme noire très bizarre, voilà, très agressive, qui dit plein de trucs, elle sort de sa place. Et donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle prenait plein de photos d'elle-même, ainsi, donc l'opposé d'agressif, l'opposé de soumis, l'opposé d'une femme sous esclavage noire, quand on va souvent dire elle a un appétit sexuel énorme, elle est sauvage, etc. Elle était l'opposé. Et elle a voulu que tous les États-Unis puissent voir qu'une femme noire a des droits. Probablement vous connaissez, non peut-être Gloria et Aaron. C'est quoi le titre du discours super connu qu'elle a donné? Yes, ain't I a woman. Donc ça c'est un des premiers discours, si vous allez le chercher, c'est un des premiers discours les plus importants du féminisme diasporique non blanc, surtout de l'afroféminisme noir. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce discours, elle rencontre plein de féministes blanches. Il y en avait pas mal à l'époque, au 19e siècle. Il y avait pas mal de féministes blanches, il y avait tout le mouvement des femmes blanches qui essayaient de se libérer de l'oppression patriarcale de l'homme blanc. Mais ces femmes blanches, en tout cas pas toutes, mais notamment la bourgeoisie et les partis qui dominaient ce mouvement, avaient la tendance à à prendre le dessus et à vouloir vraiment, certes, avoir des droits, mais avoir les mêmes droits que l'homme blanc. Les mêmes droits que l'homme blanc, donc le même droit à mettre sous esclavage les autres, les mêmes droits à exploiter les autres, les mêmes droits à génocider les populations locales, et ainsi de suite. À l'inverse, Sojourner Truth, elle souligne quelque chose de nouveau. Elle souligne que la femme noire, non seulement elle vivait des soucis liés au fait d'être femme et noire, mais ces soucis étaient différents des soucis de la femme blanche et sûrement très différents des soucis de la femme bourgeoise. Donc par exemple ici elle dit, un des trucs que les femmes bourgeoises notamment demandaient au 19e, 20e siècle, c'était, voilà, on va avoir accès au travail. Elle disait, en tant que femme noire sous esclavage, en fait, je travaille tout le temps. Donc en fait, j'ai d'autres soucis. Elle a été exclue, et par exemple, maintenant, on se rappelle de ce discours comme Ain't I a Woman. Donc t'as raison, mais t'as historiquement tort.
Pourquoi ? Parce que elle avait un ami blanc qui décrivait tout ce qu'elle faisait, et c'est lui qui a mis tout par écrit. Et en fait, quand il a mis tout par écrit, des fois, il commençait un peu à pas trop parler de ce qu'elle disait, mais parler plus d'elle, de ce qu'elle faisait, comment elle était habillée, comment elle parlait. Par exemple, il disait ouais, en fait, c'était trop marrant comment elle parlait à l'autre, etc. C'est une des raisons pour laquelle on a très peu d'écrits de sa part, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas concentrés sur ce qu'elle disait. Et par exemple, c'est vrai que ce discours, on dit « Ain't I woman ?» suis-je pas une femme, mais en fait, le vrai titre du discours, c'est « Je suis une femme qui a des droits ». Et jusqu'encore aujourd'hui, on continue à dire que le titre est « Ain't I a woman ?» suis-je pas une femme. Mais en fait, elle était sûre qu'elle était une femme. Elle n'avait pas besoin que d'autres lui disent. Elle était sûre qu'elle avait des droits. Et donc le point, c'était « Je suis une femme noire, j'ai des droits ». N'avance pas. Maintenant, on est au 19e siècle. Donc, 19e siècle, il y a la lutte pour l'abolition de l'esclavage, qui est un peu partout, dans les différents empires. Il y a en même temps la classe ouvrière en Europe, qui commence de plus en plus à dire mais ça va pas du tout, il y a les bourgeois qui sont vraiment riches, en plus ils vont partout dans le monde, ils deviennent super riches, nous on a R, on travaille 13 heures par jour, ça va pas du tout. Donc ils commencent aussi à mettre beaucoup de tension sur l'Empire. En même temps, il y a l'Allemagne qui s'unifie. L'Allemagne s'unifie, l'Italie s'unifie, on est 1860, 70. Et oui, 60 Italie, 70 Allemagne, merci. Et effectivement, ce qui se passe, c'est que l'Allemagne, elle dit bah, moi aussi je suis blanc, franchement moi aussi je veux des colonies. Hein. C'est juste dans l'idéologie des blancs, tout le monde doit avoir ses propres colonies. Donc l'Allemagne, elle veut des colonies, on a l'Afrique, à un moment il y a une discussion, l'Afrique est divisée, tout d'un coup la map devient toute comme ça, parce que chaque pays a pris sa partie, l'Allemagne elle a pris sa partie, la France elle a pris sa partie, tout le monde a eu accès au gâteau, à part les Africains bien sûr. Et du coup à un moment l'Allemagne elle se dit oui c'est vrai vous m'avez donné quelques colonies mais c'est pas assez franchement. Et donc on a la Première et Deuxième Guerre mondiale. Là je voulais raconter d'une autre manière, souvent on entend l'histoire plus d'un point de vue européen, là c'est plus le point de vue des colonies et de pourquoi ces pays sont rentrés en guerre. Première, Deuxième Guerre mondiale, pour simplifier, mais on se comprend, les deux méchants, l'axe des États-Unis, enfin plutôt de Royaume-Uni, France, etc., l'autre axe de l'Allemagne, etc., ils se font la guerre entre eux, ils s'autodétruisent en fait, tout le monde à la fin de la guerre, il n'y a plus air, il y a des villes entières qui sont vraiment détruites, et du coup en fait, ce qui se passe c'est que toutes les personnes qui étaient soumises, que ce soit la classe ouvrière blanche ou les différentes colonies, elles ont beaucoup de place pour prendre quoi ? Qu'est-ce qu'on prend dans les années 40, 50, 60, après la Première et Deuxième Guerre mondiale ? La main-d'œuvre. Attends, les ouvriers. Mais qu'est-ce qu'on arrive à faire en Afrique dans les années 40, 50, 60 ? Et pas qu'en Afrique, genre. Partout. Yes, dis le plus fort. L'indépendance, ouais. Il y a... En fait, l'indépendance a eu lieu, mais aussi tout simplement, entre guillemets, parce que les différents empires coloniaux étaient beaucoup plus affaiblis. Et du coup, là, on va voir différents types de luttes. Ces empires sont affaiblis, il y a tout le sud du monde qui est en révolte, qui essaye de prendre le plus possible. Et une des dernières colonies à arriver à se décoloniser en Afrique, c'est l'Algérie. Donc la France... Elle ne voulait vraiment pas partir de l'Algérie, elle voulait vraiment garder l'Algérie. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a en même temps en Europe des gens qui sont un peu comme nos arrière-mères, grand-mères, etc., qui étaient des Algériennes et des Algériens qui étaient venus travailler en France. Et en même temps, en France, il y avait une guerre contre le pouvoir colon pour mettre le colon dehors. Qu'est-ce que vont faire les travailleurs qui sont en Europe ? Bien sûr, ils commencent à s'organiser pour soutenir la lutte de leurs compatriotes qui sont restés au pays. Bien sûr, ces luttes étaient clandestines, mais le résultat est qu'en France, et pas qu'en France, en Allemagne, de manière générale en Europe, mais surtout en France, on a le Front de Libération Nationale, ça c'est le nom du mouvement de libération algérien, mais on a la section française en France de ce mouvement qui est organisé de manière totalement clandestine. Prenons un moment pour s'imaginer. Donc, moi je suis marocaine. C'est vrai que je suis pas trop algérienne.
mais sûrement, je peux imaginer comment c'était d'être une femme qui vient d'un bled, comme on dit aujourd'hui. Bled en arabe, c'est effectivement la campagne, donc qui vient de la campagne, qui ne sait pas lire et écrire, et qui se retrouve avec son mari en France. Elle est toute seule, elle se retrouve dans des bidonvilles, dans des logements super précaires, elle se retrouve avec pas mal d'enfants, elle se retrouve dans un pays où elle ne parle pas la langue locale, et elle se retrouve aussi, donc, à porter toute une charge que les femmes de cette salle doivent très bien connaître à travers leur maman, leur tante ou elles-mêmes, qui était la charge de, en fait, moi j'ai pas trop le temps de le faire la politique parce que je dois gérer tous mes enfants, je dois gérer tout le foyer, je dois gérer toute cette éducation. Et effectivement, au début, le FLN il était à majorité masculine, ou plutôt à totalité masculine pour être quasi honnête. La plupart des personnes étaient des hommes, il y avait quelques femmes, des femmes blanches, avec qui le FLN collaborait, mais les femmes algériennes, non. Salima Bouaziz, une militante du FLN, elle se pose cette question, elle se dit mais pourquoi pas? Parce qu'en fait, au final, les hommes, ils peuvent participer à la section masculine du FLN, ils peuvent apprendre à lire et écrire là-bas, ils peuvent s'organiser, ils peuvent discuter politique, et c'est super utile, hein. Imaginez-vous, vous parlez pas la langue, vous êtes loin de votre pays, vous êtes face aux colons, et au moins, vous pouvez vous retrouver avec d'autres gens qui sont comme vous pour discuter de à quel point la France, c'est chiant, à quel point on veut la détruire, à quel point on veut être libre. C'est vraiment des moments super importants. Et tous ces moments ne pouvaient pas être donnés aux femmes. Les femmes, elles restaient isolées, aliénées chez elles. Salima Bouaziz, du coup, elle dit non, ça va pas du tout. Et elle s'organise avec d'autres femmes algériennes en France pour organiser un réseau clandestin de femmes algériennes. C'est quelque chose qu'on pourrait même faire aujourd'hui. Ce serait plus facile aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Et en fait, ce qu'elle faisait, c'est que chacune trouvait 10 femmes, elle formait 10 femmes, et puis chacune de ces femmes trouvait d'autres 10 femmes, et elle formait d'autres 10 femmes, et ainsi de suite, comme une tâche d'une, partout en France. Mais c'était quand même difficile, très difficile de mobiliser les femmes, et c'est toujours très difficile de mobiliser les femmes. Ici, il y a une citation des archives. Chers frères, je regrette pour ce que vous m'avez demandé, car ma femme ne peut pas venir car elle est enceinte. Elle a 2 garçons, un de 15 mois, l'autre de 2 ans et demi et une sœur. En plus, elle est malade. Donc concrètement, si on veut être un peu méchant, ce qu'il dit c'est, en fait moi je vais faire la politique parce que ma femme elle gère tout ça. Mais par contre, elle peut pas faire de la politique parce qu'elle doit gérer tout ça. Hein. Sinon, c'est qui gère ça? C'est un peu une blague, mais mon père, quand ma maman elle est pas là, il va juste faire un plat de pâtes, c'est chaud. Hein. Et c'est pas une blague. Là, on a vu un peu tout ce qui s'était passé avec la guerre d'Algérie, mais on pourrait me dire, Nada, c'est génial, franchement, c'était super. Moi aussi, je voudrais trop organiser un peu les mêmes choses, mais à l'époque il y avait une guerre au pays, c'était quelque chose de clair politiquement, les gens étaient mobilisés. Maintenant, est-ce qu'on est dans le même contexte? Ça c'est un exemple qui va être un petit peu plus proche de nous. C'est le British Black Panther Movement, et il a été notamment fondé par Althea Jones Lequand, qui était une femme de Trinité et Tobago, et qui en fait, elle est arrivée au Royaume-Uni. Et au Royaume-Uni, elle a construit le British Black Panther Movement, qui était du coup bien sûr inspiré par le British Black Panther Party, mais il est un peu différent. Déjà, c'était pas un parti, mais c'est un mouvement. Donc il y avait cette volonté de rester plus dans l'organisation et la mobilisation que de rentrer dans la logique de parti. Deuxièmement, c'était British Black Panther Movement, et ils utilisaient la terminologie de politically black. Donc politically black, je ne sais pas si quelqu'un connaît ça. Non, moi aussi j'ai découvert ça en faisant cette conférence. Politically black, en fait, c'était simplement qu'à l'époque, au Royaume-Uni, il y avait beaucoup de migrants des Caraïbes, donc noirs notamment, et beaucoup de migrants indiens. Et ces deux populations se retrouvaient ensemble, du coup, au Royaume-Uni.
Et le British Black Panther Movement, il utilise le terme politically black, qui signifiait qu'il y avait aussi des personnes indiennes au sein du mouvement. Troisième chose que Althea Jones-Lecointe arrive à mettre en place dans ce mouvement, c'est aussi qu'elle arrive à vraiment intégrer le féminisme au sein de l'organisation politique. Souvent, le féminisme, c'est un truc qu'on va mettre en plus. Où il y a la vraie lutte, c'est la lutte des hommes, c'est la politique dure. Il y a des gens qui sont en mode ouais, d'accord. Et puis, il y a le féminisme qui est en plus. Souvent, pour être des bons, on va dire on est aussi féministe, on est très woke, on fait tout. Mais on n'intègre pas vraiment jusqu'au bout la question féministe dans le collectif. Donc par exemple, s'il y a des cas de violence ou des choses qu'un mec dit, mais en fait ça va pas du tout, non mais c'est pas grave, hein. Il faut pas... Voilà, on va rien faire. Althea Jones-Lecointe, elle a dit, bah non, absolument pas. Dans ma pratique politique, le féminisme, il est intègre. Il est une partie intégrante de ma politique. Ce qui veut dire qu'au sein du collectif, ils avaient vraiment mis en place toute une série de structures pour responsabiliser les hommes qui auraient des dires ou qui seraient violents envers les femmes. Et franchement, chapeau à elle, parce que je ne connais aucun groupe militant qui n'est pas juste féministe, qui intègre vraiment la question féministe comme ça. Donc on a beaucoup à apprendre d'elle, et je vous conseille vraiment de chercher, parce que le British Black Panther Movement, c'est quelque chose de très proche de chez nous. Ils s'organisaient sur des trucs qui étaient basés à l'université, qui étaient par exemple les logements étudiants, la précarité du logement, c'est aussi la question des violences policières, c'est toute la question féministe, toute la question des liens aussi avec les pays d'origine, un peu ce que le comité Ujamaa essaye de faire. Mais elle a, notamment, réussi à mobiliser des milliers de gens. Bah, c'est très bien. On pourrait me dire c'est très bien, mais franchement, c'est vraiment chaud, parce qu'en fait, tu nous dis que tout ça, elle l'a fait dans les années 60, ça a l'air très difficile à faire en plus, et tu nous dis qu'il faut qu'on le refasse aujourd'hui. C'est chaud quand même. Et on pourrait même se dire, mais pourquoi on doit refaire ça aujourd'hui? Pourquoi ils n'ont pas juste réussi dans les années 60? Et nous, on est juste nés dans un monde libre, où il n'y a pas de racisme, où il n'y a pas d'exploitation, etc. Pourquoi? Si on revient en arrière, je vous ai raconté la petite histoire de, voilà, il y a des deux empires méchants qui s'entretuent, donc les autres qui étaient opprimés par les deux empires méchants, ils se disent, bah franchement, là, on peut y aller. Ils arrivent à avoir l'indépendance, donc on a des personnes comme Patrice Lumumba, Congo Mehdi Ben Barka, au Maroc. Et puis, on ne sait pas trop comment, ça se passe pas bien. Parce qu'en fait, entre-temps, les deux méchants, ils avaient un enfant. C'est qui l'enfant des deux méchants qui va prendre le pouvoir après la Deuxième Guerre mondiale? Yes. Ouais. Le capitalisme. Je parle d'un État. Oui, les États-Unis d'Amérique. Donc, ils sont le résultat de l'Europe, qui jusqu'ici avait commencé à être plus en mode, bah, on est juste des potes des Anglais, et puis bon, pas trop. Et puis en fait, après la Deuxième Guerre mondiale, bah, les États-Unis ils ont vraiment le pouvoir pour prendre le dessus sur les autres. L'Europe, elle est complètement détruite, elle a besoin des aides, les États-Unis. Et donc, ce qui se passe, c'est que les États-Unis aident l'Europe à lutter contre ces révolutions, à lutter contre des Lumumba, à lutter contre des Ben Barka, pour être sûr de, par exemple, tuer Lumumba, et pour être sûr que quelqu'un d'autre va prendre sa place, quelqu'un qui va respecter les besoins et les injonctions des États-Unis et de l'Europe. Ce processus, c'est ce qu'on appelle la contre-révolution. C'est le fait que, même s'il y a eu ces luttes, littéralement, mais vraiment dans le sens littéral du terme, si on va lire ce que eux ils ont écrit, on se dirait, ben en fait c'est la même chose qu'on vit aujourd'hui. Parce qu'il y a eu une révolution et il y a eu une contre-révolution qui a permis de mettre en place partout dans le sud du monde des gouvernements qui allaient non pas travailler pour leur peuple comme la reine Zinga, qu'on a mentionné tout à l'heure. Aujourd'hui, les élites en Afrique, elles travaillent toutes, aucune exclue, que pour elles-mêmes et pas pour leur peuple. Du coup, aujourd'hui, la femme africaine, elle se retrouve dans un contexte où en fait,
elles continuent non seulement à vivre les séquelles du capitalisme et de l'esclavage et du patriarcat en plus porté par les hommes africains et les hommes noirs et les hommes blancs, mais en même temps, elle doit aussi gérer le néolibéralisme et tout ce qui va vraiment nous aliéner de notre corps. Ça n'a pas trop changé. Et là, je suis très heureuse de vous laisser avec Ange, parce que Ange, elle va vous expliquer dans les détails comment ça se fait qu'aujourd'hui, la femme, elle se retrouve encore dans cet état d'oppression, entre guillemets. C'est quoi cet état d'oppression et comment on peut l'objectifier? Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est ce qu'il en est aujourd'hui de la condition matérielle de la femme africaine, mais sur le continent. Et en fait, cette analyse peut être faite tout d'abord en utilisant ce tableau-ci. On voit qu'on reprend l'indice du développement humain pour toutes les régions géopolitiques et pour les deux genres. Donc en bleu pour les hommes et en mauve pour les femmes. Et on voit que deux points peuvent ressortir en fait de ce tableau. C'est-à-dire, tout d'abord, que la condition de la femme, pour toutes les régions géopolitiques, est toujours un peu plus mauvaise, un peu plus inférieure à celle de l'homme. Et un second point peut ressortir, c'est-à-dire que, particulièrement pour la femme en Afrique subsaharienne, sa condition est la plus mauvaise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'être le plus vulnérable sur la planète entière. Ensuite, pour appuyer cette réalité, on peut utiliser un second tableau, qui reprend un indicateur qui est simple et assez efficace, c'est-à-dire le revenu national brut. Et si on fait un classement décroissant, on voit que pour les 10 pays les plus en bas de la liste, 80% des pays qui sont là sont des pays africains. Et plus particulièrement, si on regarde pour les 3 avant-derniers pays, la République démocratique du Congo, le Niger, le Burundi, on peut voir que le niveau de revenu de ces femmes tend à converger vers le niveau de revenu des femmes en Somalie, en Afghanistan et les femmes yéménites. Mais, cependant, dans ces deux groupes, il y a une très grande différence. C'est-à-dire que ces deux groupes ont deux contextes complètement différents. Dans le premier cas, les femmes, en fait, ces femmes ont des taux de participation sur le marché du travail extrêmement élevés, donc à plus de 60%, allant jusqu'à 80% pour le cas du Burundi. Tandis que dans le second groupe, ces femmes, en fait, ont des taux tellement bas qu'en fait, ça illustre leur exclusion, en fait, du marché du travail. On voit que les taux sont de 17% pour l'Afghanistan et 5% pour le Yémen. Donc ça veut dire que les femmes du premier groupe ont des revenus tellement bas, en fait, qui s'apparentent à une situation où elles ne travailleraient pas, où elles seraient exclues complètement du marché du travail. C'est-à-dire qu'elles travaillent énormément, elles sont énormément participantes, en fait, sur le marché du travail pour ne presque rien gagner. Et à titre de comparaison, pour montrer en fait leur surreprésentation dans le marché du travail, c'est qu'en Belgique, le taux de participation des femmes de plus de 15 ans sur le marché du travail est à 50%. Donc on voit que ça s'éloigne énormément des taux de 61%, 67%, voire 80% pour le Burundi. Et donc tout ça vient illustrer la condition particulièrement vulnérable et précaire de la femme africaine aujourd'hui. Et en fait, cette situation, elle est présente dans tous nos esprits, dans l'imaginaire collectif. Et cette situation est souvent extrêmement banalisée. Ça veut dire qu'en vous présentant ces chiffres comme ça ne choque plus personne de les présenter comme ça. Ça existe dans l'imaginaire collectif comme un fait qui serait presque d'ordre divin. Donc en fait, c'est un fait qui serait juste dans la nature des choses. La femme africaine est juste pauvre parce que, voilà, elle est pauvre. C'est la triste réalité des choses. C'est un fait qui serait presque immuable. Et maintenant, cette réalité est souvent présentée par les grandes campagnes de l'ONU, qui sont très connues de tous, qui présentent très souvent des femmes africaines appauvries, amaigries, avec donc leurs bébés dans les bras, etc.
Et en fait, ces campagnes vont venir nous appeler au don, très souvent surtout les gens en Occident, etc. Et aussi sensibiliser sur cette précarité. Et lorsque ces grandes institutions tendent en fait à nommer les causes et les origines de cette précarité-là, on voit qu'il y a seulement un seul et unique prisme qui est pris, c'est-à-dire l'absence d'égalité de genre dans les sociétés africaines. Donc ça voudrait dire que c'est parce que dans les sociétés africaines, il n'y a pas eu de révolution féministe que ces femmes seraient pauvres. Donc on peut le voir ici par exemple, ici pour un article qui a été écrit pour l'association française Action pour la faim, qu'on tend en fait à expliquer aux femmes africaines, que c'est parce qu'elles n'ont pas été capables en fait de se mobiliser contre l'oppression masculine dans leur société, qu'elles sont précaires comme ça. Donc ça voudrait dire que si elles arrivaient à s'émanciper de ces hommes qui les oppressent, elles pourraient sortir de cette précarité-là. Et en fait, dans l'ouvrage Un féminisme décolonial de Françoise Vergès, elle parle de comment est-ce que dans les ONG, on a introduit les termes tels que le capacity building, le leadership, le governance, comme ligne directrice pour ces femmes, pour s'émanciper en fait économiquement. Et plus encore, elle développe sur le caractère dépolitisant de ces discours qui tendent en fait à éviter de confronter les origines et les causes macroéconomiques, politiques et même historiques de cette précarité-là. Donc on tend en fait à individualiser cette question, cette précarité-là, pour ne pas parler de ses origines en fait structurelles et politiques. Mais ici, on va tenter un peu de développer un peu plus en profondeur. Et donc, tantôt, on a parlé de toutes les luttes féminines et féministes qui ont été menées dans l'histoire. Et on a parlé tantôt, grâce à Nada, elle nous a expliqué qu'en fait, ces anciennes luttes d'hier, aujourd'hui, ont pris de nouvelles formes. Elles ont pris la forme du néocolonialisme et du néolibéralisme. Et aujourd'hui, cette féminisation de la précarité, de la pauvreté, passe par le néolibéralisme et le néocolonialisme. Et la première conséquence de ces structures néocoloniales et néolibérales est le développement de l'économie informelle dans les économies africaines. Donc, comme on a présenté tout à l'heure, après les indépendances, les anciennes puissances coloniales, avec l'aide des États-Unis, ont pu en fait mettre en place, forger les sociétés africaines, de sorte à ce que les pertes qui auraient pu être occasionnées par les décolonisations puissent être compensées, donc les pertes économiques puissent être compensées. C'est passé par quoi ? C'est passé par exemple, les dettes coloniales et postcoloniales, les dettes dites illégitimes et odieuses, mais aussi par les fameux plans d'ajustement structurel du FMI, qui ont été mis en place pour un peu faciliter et nourrir la libéralisation forcée des économies africaines, et qui a imposé en fait des politiques très austères aux économies africaines. Et en fait, à cause de ces politiques très austères, on a que les économies africaines n'ont pas pu réguler suffisamment le marché et ainsi contenir l'essor de cette économie informelle. Et en parallèle, l'économie formelle, ce qu'elle a, c'est qu'elle est restée en fait extrêmement en fait inaccessible aux femmes, due à des grandes barrières d'entrée. Et en fait, ces grandes barrières d'entrée qui empêchent les femmes en fait de pouvoir intégrer cette économie formelle, c'est des barrières qui en fait illustrent toute la division genrée du travail qui existe dans l'économie et dans l'éducation et qui est faite au détriment de la femme africaine, de la même façon que cela a été fait pendant des années et des années, des siècles et des siècles pour la femme en Occident, jusqu'à ce que les grandes révolutions féministes, mais aussi de très grandes politiques budgétaires viennent en fait remettre en question ce statu quo. Et donc, cette reproduction de cette division-là a été faite dans les colonies par le biais tout d'abord du favoritisme des garçons dans l'éducation, de la réorientation systématique des filles dans des formations à plus faible value, comme les écoles de couture, et aussi plus particulièrement par la marginalisation des femmes lorsqu'elles étaient au cœur du pouvoir, comme dans le cas très connu du Sénégal, où les colons en arrivant en fait exigeaient systématiquement de ne traiter qu'avec un homme, même lorsque c'était des femmes en fait qui étaient au cœur du pouvoir. Donc tout ça, ça a mené à quoi ? Ça a mené au fait que les femmes en fait étaient marginalisées de cette économie formelle, qui était plus régulée, plus safe en fait. Et en contrepartie, donc ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont pu se développer dans cette économie informelle.
Mais cependant, exister et travailler dans cette économie informelle, en fait, ça les expose à des très grandes vulnérabilités sur différentes dimensions. Des dimensions physiques, des dimensions économiques et des dimensions de santé, puisque par exemple, elles n'ont pas de pension, contrairement aux femmes qui travaillent dans l'économie formelle. Elles n'ont pas de sécurité sociale. Plus encore, elles subissent énormément de vols, d'agressions, etc. Et lorsqu'elles sont enceintes, par exemple, elles n'ont pas du tout accès aux congés maternité, etc., comme pourraient en avoir les femmes qui existent dans l'économie formelle. Et donc on voit que c'est, avec les hauts taux de participation qu'on a présentés tout à l'heure, on voit que c'est une grande partie de la force de travail nationale qui est marginalisée et précarisée. Et on voit qu'en fait ça s'éloigne fortement de cette narrative des grandes institutions internationales qui tend à promouvoir le micro-entrepreneuriat comme en fait sortie de cette précarité-là. On voit en fait que clairement les origines et le problème est d'ordre structurel et politique. Et donc plus encore, une seconde conséquence qu'on pourrait présenter ici qui en fait tend à nourrir et à créer cette féminisation de la précarité est la marginalisation des petits agriculteurs. Et en fait cette marginalisation-là concerne particulièrement les femmes parce qu'elles vont représenter en fait entre 30 à 80% du secteur agricole, à 80% pour des pays comme le Cameroun. Et en fait, cette marginalisation va passer par deux canaux. Un premier canal qui est donc le fait qu'en fait, ces États-là ce qui est un héritage des colonies, c'est-à-dire qu'elles vont se concentrer en fait, une grande partie des fonds publics, une grande partie des terres arabes nationales pour répondre en fait à une demande occidentale pour des biens de luxe qu'on consomme tous ici, comme le cacao, le café, etc. Et donc on voit qu'elles vont créer ces monocultures-là, financer ces monocultures et se concentrer dedans au détriment de la population locale et donc en continuant en fait cet héritage néocolonial. Et donc tout ça vient en fait précariser la population. Et un second canal est le fait qu'en fait, dû aux politiques très austères qu'on a mentionnées, ces pays-là ne sont pas en mesure en fait d'avoir des politiques agricoles suffisantes pour arriver à une certaine sécurité alimentaire. Et ces deux canaux ensemble, en fait, mènent à une population particulièrement précarisée, une population qui est, en fait, très souvent, majoritairement des femmes. Et donc, ça veut dire que tout ça vient en fait, illustrer le point qu'on a vu tout à l'heure sur le graphe. Et plus encore, ça veut dire que ces femmes sont particulièrement précaires. Mais encore plus, du coup, c'est qu'elles subissent, en fait, des barrières supplémentaires puisqu'elles ont des difficultés en fait, à avoir des crédits agricoles, là où les hommes n'ont pas les mêmes difficultés. Et on voit qu'en fait, tout ça vient impacter leur capacité à être productive, leur productivité. On voit qu'il y a une différence de productivité entre les hommes et les femmes qui va jusqu'à 20%. Ça veut dire que pour chaque euro qu'un homme peut gagner par sa productivité agricole, une femme ne peut gagner que 80 cents de cet euro-là. Donc on voit que tout ça vient précariser encore plus les femmes. Donc ce qu'on a, c'est que tout ça mène à quoi? Mène au fait que ces femmes, en fait, sont privées d'un pouvoir économique. Et étant privées d'un pouvoir économique, elles sont privées d'un pouvoir politique. Et lorsqu'il y a des ingérences internationales politiques, comme on les voit systématiquement sur le continent, on sait et on voit, en fait, comment est-ce que, plus encore, leur corps est utilisé comme arme de guerre à travers le viol. Et ici, on peut mentionner, en fait, ici des diasporas, des faits qui concernent et des conflits qui concernent particulièrement certaines diasporas ici, comme le conflit à l'est du Congo ou le conflit soudanais. Et pour le cas soudanais plus particulièrement, on a vu que malgré le fait que c'était elles qui étaient sorties en majorité dans les rues pour protester contre le président Omar al-Bashir, on voit que lorsque la guerre a pris une nouvelle facette, ce sont elles en fait qui se sont retrouvées les plus grandes victimes de ces conflits-là. Donc ici, on a un témoignage qui a été fait lors d'une assemblée qui a été tenue donc, au Soudan et qui a été reportée par RFI. Donc Samia Abderrahmane dit « Nous, les femmes soudanaises, nous sommes toutes descendues dans les rues à partir de décembre 2018. Nous avons permis que la révolution soit victorieuse. On s'est levé pour nos droits après des années d'oppression, mais le coup d'État a marqué un retour en arrière. Les femmes avaient obtenu une maigre participation politique, mais nous avons à nouveau perdu. Dans les administrations, les putschistes ont fait revenir les partisans du régime islamiste. Le système sécuritaire de Béchir est en train de revenir. Et nous craignons
un retour des lois sur l'ordre public. Donc on voit que là où ce ne sont pas elles qui ont un pouvoir politique, ce sont pourtant elles qui sont les premières victimes de ces conflits-là. Ce ne sont pas elles qui décident des conflits qui sont à mener, mais pourtant ce sont elles les plus grandes victimes. Aujourd'hui, dans les conflits mondiaux qui sont en train d'être en cours, les chiffres en fait montrent que 1 civil sur 4 qui est tué est une femme, 3 civils sur 10 sont des enfants et 3 civils sur 10 sont des hommes. En fait, ça ne ressort pas directement comme ça, mais tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lendemain des assauts armés, ce sont surtout des corps de femmes qu'on retrouve dans la rue. Donc on voit en fait, tout ça vient en fait illustrer leurs conditions particulièrement précaires et particulièrement vulnérables. Et tout ça vient aussi s'ajouter à leur grande contribution dans l'économie, mais aussi à leur rôle particulièrement cimentant dans les sociétés africaines, puisque là où il n'y a pas de politique publique, ce sont elles qui viennent combler ce trou en prenant soin des malades, en prenant soin des enfants. Donc ce sont elles qui vont porter les structures sociétales sur leurs épaules. Mais plus encore, ce sont aussi elles qui vont porter sur leurs épaules les structures familiales. Puisque les grandes études souvent mentionnées par l'ONU aiment bien le dire, lorsqu'on confie 1 euro à une femme, cet euro-là est réinvesti dans les structures familiales, alors que lorsque la même somme est confiée à un homme, une partie est détournée hors des structures familiales. Donc on voit que, plus encore, elles vont porter sur les épaules les structures sociétales, mais aussi les structures familiales. Et donc on peut finalement en fait parler du fait que ce sont elles qui vont payer en majorité de leur sang et de leur corps les structures néocoloniales et les structures néolibérales. Mais pourtant, dans l'imaginaire collectif, leur condition est banalisée. Donc tout ça, ça montre en fait à quel point elles sont déshumanisées. Donc leur condition n'est pas portée, n'est pas assez politisée, mais en parallèle, on continue continuellement en fait à glorifier leur résilience. Oui, il y a une résilience, oui, oui, elle est à glorifier, mais leur condition est aussi à politiser. Et en fait, quand on regarde bien, sur le continent, contrairement à la narrative occidentale, il y a beaucoup de collectifs, beaucoup de mouvements, beaucoup d'associations en fait, féministes qui revendiquent leurs droits, qui parlent de leurs conditions, qui parlent de l'extractivisme, qui parlent des monocultures, de comment ça affecte l'environnement, qui parlent des féminicides, qui parlent des viols. Et même au Soudan, on voit en fait aujourd'hui beaucoup d'associations qui revendiquent leurs droits à leur corps, à ces lois, contre ces lois sur l'ordre public, en fait, qui vont régir leur corps. Et en fait, on voit qu'il y a un véritable activisme qui est mené sur le continent. Donc elles sont loin d'être ces êtres passifs, comme dans la narrative occidentale et internationale, comme la narrative occidentale et internationale le présente. C'est plutôt nous, ici, dans la diaspora, qui ne traitons pas, qui ne mettons pas assez cette question au centre, comme elle se devrait, au centre des luttes, au centre de la lutte panafricaine, au centre de nos discussions. On voit que c'est une question, une thématique qui tend à être marginalisée de la lutte et du militantisme. Sauf que non, en fait, aujourd'hui, surtout en tant que femme dans la diaspora, dans notre génération, c'est une question et une lutte qui doit être remise, en fait, au centre. Et voilà. Et donc tout ça peint un tableau très triste, mais en parallèle, c'est pas juste quelque chose de très défaitiste. Il y a un grand activisme, en fait, qui est en train d'être mené, mais aussi qui est amené. Nous avons aussi un grand activisme à mener, en fait, sur cette thématique-là. Et maintenant, ce qu'on va parler, on va parler un peu de comment est-ce que, dans la diaspora cette fois, comment est-ce que, à travers par exemple, la maltraitance médicale ou l'hypersexualisation, la femme africaine dans la diaspora, elle aussi, est aliénée et aussi déshumanisée. Merci. À présent, on va voir comment le système néolibéral et colonial va imposer en fait des dynamiques qui vont soutirer l'identité de la femme africaine. Dans la pensée féministe noire de Patricia Hill Collins, parue en 2016, il y a une élaboration des expériences et des idées de la femme africaine à travers une analyse. Cette analyse va permettre en fait de déconstruire les archétypes qui ont façonné et modelé l'identité de la femme africaine. En effet, comme on a pu le voir, il y a eu des personnages féminins comme Anne Zinga, Solitude, qui ont pu marquer l'histoire, naviguant dans les récits historiques pour arriver jusqu'à nous et nous rappeler que notre identité ne nous a jamais empêchés de marquer intégralement les sociétés. Alors, comment cela se fait-il
que les seules représentations qui nous restent à présent de la femme africaine sont des allégories dysfonctionnelles, des caricatures qui ne représentent pas la femme africaine dans sa pluralité, mais l'espoir dans son intégrité. Donc, Patricia Collins, elle va mettre en avant une thèse, c'est-à-dire une pensée sociale critique pour comprendre en fait les formes particulières d'oppression que vont subir la femme africaine avec la matrice dominante qui les structure. C'est ainsi que, toujours pour l'auteur, elle considère que la femme africaine constitue un groupe assez spécifique, car elle va subir une double oppression, à la fois due à son sexe et à sa condition raciale. C'est pour ça que pour Patricia Hill Collins, il est important que la femme africaine se regroupe en fait autour d'un savoir collectif, pour qu'elle se réapproprie son corps et atteint une certaine autodétermination. Et dans ce volonté-là, on peut comprendre que la base en fait du féminisme noir, c'est une relation dialectique entre l'oppression et le militantisme. Mais pour arriver en fait et comprendre à cette libération collective, il faut aussi savoir comment les images contrôlantes vont opérer en fait pour dominer la manière dans laquelle en fait la femme africaine va se voir. C'est pour ça que toujours pour l'auteur, le corps et la vie de la femme africaine, elle est construite en fait à travers des conceptions binaires et hétéronormatives qui vont être instaurées par des institutions sociales. Et c'est ainsi que, historiquement et contemporainement, la femme africaine va être mal interprétée pour justifier en fait cette oppression. Et toujours dans les démarches de Patricia Hill Collins, elle va s'inspirer d'une théorie qui se nomme la double conscience. Sauf que elle, dans cette théorie, elle va rajouter dans la question raciale d'autres questions qui touchent plus la condition due au sexe et aussi la condition des classes sociales. Et dans cette double conscience, elle va élaborer deux paradoxes. La première, c'est la manière dont l'identité va être perçue et ressentie, c'est-à-dire comment la femme africaine, à travers ses propres expériences et ses ressentis, va traduire en fait cela à travers sa réalité, ce qu'elle connaît. Et le deuxième paradoxe, en fait, c'est la vision dominante, c'est-à-dire comment la vision dominante, elle va imposer des stéréotypes, c'est-à-dire une manière d'être envers la femme africaine, ce qui va donner naissance à l'hypersexualisation, à des stéréotypes du style The Strong Black Angry Woman et d'autres dynamiques. Donc on se rend compte que cette naturalisation sociopolitique est le fruit en fait d'une normalité qui va être imposée par d'autres groupes, c'est-à-dire cette vision dominante. Cette vision dominante, elle va être historisée en fait à travers différents rapports d'aliénation. Et un de ces rapports d'aliénation, ce sera à travers l'European Society Gaze, c'est-à-dire à travers le regard de la société européenne. Il est important de comprendre que dans l'histoire européenne, il y a eu une volonté en fait de structurer, d'imposer un certain conformisme pour, dans cet élan-là, imposer des manières d'être, des normes de beauté. Et ça va se faire à travers des images, des médias, comme les magazines, ou même à travers des dessins animés qu'on consommait quand on était petit. Donc là, j'ai un exemple que j'aimerais bien vous montrer. Il faut souffrir pour être belle. C'est impossible. À ce point-là, on peut plus rien. Il se passe quelque chose de grave. Il y a eu un petit problème. Comment ça a pu arriver? J'ai les cheveux raides. J'ai marché dans le couloir et... Boum, mes cheveux ont explosé pour devenir cette horreur. Mais c'est fini. Oh, qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Très jolie choucroute. Compliment. Ainsi, on va voir que les images jouent un rôle très important, surtout dans la manière dont les afrodescendantes vont se percevoir. Et en fait, à travers cela, ça va créer un rejet d'identité. Et dans ce rejet d'identité, il y aura aussi une volonté
d'avoir en fait une récupération capitalistique qui va se faire. Parce que les entreprises de beauté, ils vont se nourrir en fait de ça, parce qu'ils ont tout leur intérêt d'exploiter ce rejet, ce mal-être, pour inciter en fait les femmes africaines à consommer et à surconsommer. C'est-à-dire qu'ils vont dire, vous voulez atteindre cet idéal de beauté, donc il suffit juste de consommer nos produits. On est d'accord que dans l'époque où nous vivons, les produits, il y en a énormément de différents panoplies. Donc, dans cette dynamique-là, ça va profiter en fait dans ce système qui va jouer de ce mal-être et inciter des jeunes femmes en fait à une surconsommation et qui va dévier en fait à de la récupération capitalistique. Et en fait, dans cette vision-là, il y a aussi les rapports des cheveux qui est très important dans la condition de la femme, surtout pour la femme noire. Historiquement, on a pu voir en fait que les cultures africaines ont toujours mis en avant les cheveux, que ce soit à travers des symboles, les sculptures, etc. Mais avec la colonisation et l'esclavage, on a perdu en fait tout ça. On a préféré mettre en avant des critères de beauté, comme les cheveux lisses et d'autres, à travers des produits nocifs comme les défrisages ou les produits cancérigènes. Il faut savoir que la femme noire développe plus d'anxiété en fait dans son rapport avec les cheveux. Une femme noire sur 5 considère même le fait que c'est une obligation de laisser les cheveux pour aller dans des entretiens d'embauche. Donc on peut voir en fait à travers cela qu'il y a un réel problème dans la représentation et un réel problème en fait pour mettre en avant des cheveux en fait qui ne devraient pas être marginalisés à ce point-là. D'ailleurs, la femme noire consomme 9 fois plus de produits que tous les gens confondus. Ce qui est assez dangereux quand on sait que dans 56% de ces produits-là, il y a au moins un ingrédient toxique. Donc on se rend compte que dans cette question qui touche les cheveux, il y a aussi une question qui touche dans notre identité, dans notre intégrité. Parce que parler de ça, c'est aussi sensibiliser sur les dangers qui entourent, comme les risques de cancer, les risques des problèmes de cuir chevelu et d'alopécie. Donc la question de représentation, c'est une question importante. Je me rappelle encore dans la période 2010, il y avait eu un gros mouvement de Big Shop qui a énormément en fait mobilisé énormément de jeunes filles de ma génération. Et je pense qu'à travers ça, on peut comprendre en fait l'importance qu'une représentation peut jouer en fait dans le conditionnement d'une jeune femme. Et je pense que des mouvements comme ça, ils en font plus pour rappeler en fait que notre identité et notre valeur, elle a tout autant sa place dans un espace blanc ou dominé par d'autres critères. La question qui touche aussi le colorisme est quelque chose de très important et qui est aussi important d'aborder. Historiquement, il y a 2 termes qui sont assez connus. Les 2 termes, c'est le nègre de maison et nègre de champ. À travers ces thèmes, en fait, on essaye d'expliquer que à l'époque esclavagiste, on mettait les personnes à la couleur plus foncée travailler dans les champs et ceux qui avaient la peau plus claire travaillaient à l'intérieur des maisons. Même si après on s'est rendu compte que la violence, elle existe toujours. Elle va être exprimée de manière différente, mais elle existe toujours. Mais on peut comprendre à travers cela qu'il y avait une volonté en fait de créer une sorte de séparation, une dichotomie en fait au sein des communautés noires. Et en jouant sur ça, c'est aussi jouer sur les mots et jouer sur le fait que énormément de femmes noires vont se sentir beaucoup moins belles en fait en ayant la peau foncée, parce que la peau foncée c'est masculin, c'est pas beau, alors que la peau claire c'est quelque chose de féminin, c'est beaucoup plus attractif. Et à travers cela en fait, on peut voir que on ne peut pas en fait laisser ce genre de dynamique se reproduire, parce que même à travers des phrases comme on a souvent dû entendre « tu es jolie comme pour une fille noire », bon, on se rend compte que notre condition en tant que femme noire, bah, notre couleur de peau, elle va nous définir même au-delà de ce qu'on essaye de pas montrer. C'est-à-dire que notre couleur de peau, elle va en fait exister au-delà de nous-mêmes. C'est assez marquant parce que c'est à travers ces mots-là, bah, qui paraissent anodins, il y a aussi en fait cette traduction de cette emprise en fait
de cette vision dominante qui va alterner l'identité de la femme noire et la conditionner en fait à avoir des rapports beaucoup plus destructifs et conflictuels. On a connu la génération de Nototine qui utilisait des crèmes ou des sérums pour s'éclaircir, mais à présent il y a un nouveau traitement qui est très à la mode, c'est en fait de s'injecter un liquide directement dans la peau et d'après certains ça pourrait accélérer la dépigmentation. On est d'accord que ce genre de traitement, ça n'a rien de médical, ce n'est pas encadré professionnellement, mais à travers cela, on peut comprendre en fait qu'il y a un réel problème en fait dans la manière dont on va se percevoir. Parce que ce n'est pas seulement un danger pour les autres, mais c'est aussi un danger pour soi. Dans ce nouveau traitement, en fait, il y a aussi des risques de propagation de maladies comme des VIH, etc. Donc cette question-là, et la question des cheveux, c'est une question qui est importante d'aborder pour pouvoir comprendre en fait comment ces systèmes ils vont profiter en fait de notre mal-être pour nous imposer un idéal de beauté, pour nous imposer en fait une manière de consommer et de surconsommer même. Et qu'il est important, comme Patricia Hill Collins l'a dit, de s'organiser en tant que femme africaine, de s'organiser et d'apporter en fait un certain savoir pour pouvoir se réapproprier nos corps et comprendre qu'on ne pouvons exister même sur un espace qui est dit non, même sur un espace qui est primordialement pour les personnes blanches. Et j'aimerais bien finir ma partie en donnant la parole à Nada qui va aborder la question des cheveux en Afrique du Nord et l'hypersexualisation de la femme africaine. Merci beaucoup. Lorsque j'ai terminé mes études, comme beaucoup d'entre nous, en fait, pendant de longues années d'enfance et d'adolescence, on allait dans nos pays d'origine chaque été. Et en fait, pendant toute la durée de mes études, donc à 6 ans, j'étais pas allé chaque été parce que je travaillais notamment. Et donc j'ai voulu retourner dans mon pays d'origine, au Maroc, donc c'était en 2018. Et en fait, on m'a gentiment conseillé, que ce soit dans mon cercle familial ou amical, qu'avec mes cheveux, ça allait être un problème. Parce que j'avais commencé à me laisser pousser les cheveux depuis quelques années. Et que, en fait, valait mieux que je me coupe les cheveux. Donc en gros, je me suis retrouvé face à un dilemme où il fallait ou que je me coupe les cheveux et que je puisse aller dans mon pays d'origine et retrouver la famille que j'ai là-bas, ou de ne pas me couper les cheveux et ne pas y aller. كانت شويه صعيبه كانوا كيرتبوا لي شعري اتو كان كيسحب لي صافي ما ناتور ما متقبلينهاش مع فامي دونك انا خايفه كانت كنشوف راسي هكا سورتو ملي كنمشي ليكول كاع البنات مقادات عندهم شعرهم ليس ما علمونيش كيف نبغي راسي صافي ما كنحملش شعري صافي رتبوه في لونفونس اي حاجه قالت لي صافي ما دونك قلت لك دير انت شعرك حراش انت خايبه غادا تبقى لاصقه لك في راسك ديال. D'où ça vient cette connotation négative sur le cheveu crépus au Maghreb? Vraiment, une des raisons principales, c'est clairement un manque de connaissances quant à l'identité maghrébine. C'est lié bien entendu à la négrophobie qui est prégnante en Afrique du Nord, puisque le cheveu crépus est dans son origine lié à une certaine forme d'africanité. Et ce rejet-là, en fait, il est lié au fait que les Maghrébins rejettent cette africanité. Merci. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Nord-Africains ici aujourd'hui. Oui, quelqu'un a été mode. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, Mchalfein, trop bien, je suis contente. C'est super bien parce que effectivement, il y a aussi Charhrash chez nous, au Bled, et au Bled c'est encore pire. Ici encore, il y a beaucoup de gens qui se mettent quand même les cheveux bouclés, donc je suis très heureuse, mais au Bled c'est encore plus c'est vraiment dur. Et c'est super intéressant parce que dans l'histoire du panafricanisme, on pourrait se poser la question, mais pourquoi Nada est là en fait? C'est une Marocaine, en plus je suis vraiment en white passing, un peu comme ça. Donc qu'est-ce qu'elle fait ici à une conférence panafricaine? En fait, lors du processus colonial,
Il y a eu une tentative qui est que le colon mette en place tout le temps. Les colons, ils mettent en place tout le temps ça, c'est diviser pour mieux régner. Tout oppresseur fait ça, en fait. On divise pour mieux régner, etc. Donc une des choses les plus intéressantes à faire en Afrique a toujours été de diviser entre les Arabes et les Noirs. Deux races qui n'existaient pas vraiment exactement comme ça avant la colonisation. Mais pour les Européens d'une part, c'était beaucoup plus facile. Vu que les Arabes ont fait l'esclavage, bah, franchement, c'est pas difficile de convaincre à diviser. Donc il y a aussi des responsabilités que nous, on doit porter. Ouais, quelqu'un fait en mode comme ça. Merci. Et en même temps, il y a aussi un réel enjeu politique pour toutes les diasporas ici aujourd'hui de s'unir tout simplement. C'est un truc de ouf, quand même. À quel point, moi, je viens d'Italie. Mes parents sont marocains, je suis née en Italie. Contexte. Quand je suis arrivée ici, j'ai découvert un truc et j'étais en mode... Ils disaient tout le temps les Arabes et les Noirs. J'étais en mode... Parce qu'en Italie, il n'y a que les Noirs. Il n'y a que les Africains chez nous. L'Italie, elle n'a pas en fait la mémoire que la France et la Belgique ont de leur colonisation à eux, de diviser les Arabes et les Noirs. Et ça, c'est vraiment des histoires super intéressantes à rechercher. Du coup, on peut contrôler le corps de la femme, on peut contrôler le corps des hommes et des femmes, on peut lui dire « lissez-vous les cheveux ». Et en fait, derrière tout ça, il y a toute une série d'a priori politiques qu'on met en place. Une autre chose que les colons aiment beaucoup faire, c'est de dire aux filles musulmanes de enlever leur voile. Aujourd'hui, c'est un débat que tout le monde connaît. Malheureusement, ce débat, il a quitté la France, il est même arrivé en Italie. Donc il y a partout ce débat, et c'est toujours la même histoire. Oui, en fait, elles sont opprimées, oui, en fait, elles sont vraiment pas libres, oui, en fait, nous, on va les libérer, on va lui enlever le voile, et c'est les gros sauveurs. Mais l'histoire dit autre chose. C'est toujours intéressant. Des fois, quand les Blancs disent des trucs, à la télé même, ou même à l'école, chercher l'histoire coloniale trouve des bonnes réponses. Du coup, peut-être à la place de rentrer dans le débat, est-ce que les femmes musulmanes ont le pouvoir ou pas? Est-ce que les femmes, elles sont opprimées ou pas par leurs hommes arabes? Peut-être on pourrait tout simplement dire que la femme nord-africaine et la femme musulmane africaine de manière générale, guinéenne, marocaine ou quoi que ce soit, a le droit de décider de ce qu'elle veut faire avec son corps. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que pendant la colonisation, on a eu une campagne massive, comme on voit ici, en Algérie française. Ça, c'est une pub des patriarches blancs, bien féministes. Je suis sarcastique. Ils disent du coup, n'êtes-vous donc pas jolie, madame, dévoilez-vous. Et ça, c'était une pub qui était le résultat d'une réflexion coloniale qui, à travers les ethnologues, les intellos et tout ça, ils se sont dit, en fait, si on veut conquérir, si on veut coloniser un endroit, si on veut prendre le dessus sur une population, toucher les femmes et les enfants, c'est une des méthodes les plus efficaces. Aujourd'hui, quand on parle des femmes et des enfants, souvent on est en mode, oui, les pauvres, ils sont fragiles, on doit les protéger, etc. Le féminisme prône autre chose. Le féminisme souligne que les femmes et les enfants sont le centre d'une société. Une société dont les femmes et les enfants sont contrôlés, sont tués par quelqu'un d'autre, perd son identité. Et lorsque le colon français dit aux femmes algériennes « dévoilez-vous », en fait, il lui dit « quitte ta culture et soumets-toi à moi ». Ne tout être soumis à l'homme arabe, c'est quand même chaud. C'est mieux d'être soumis à l'homme blanc, comme les femmes blanches. Ça, c'est une photo horrible donc de femmes françaises colons qui sont en Algérie et qui dévoilent une madame. C'est moi qui ai flouté Le Monde. Il a bien sûr montré le visage de la madame. Mais donc, il dévoile la femme. Pour ceux et celles qui viennent de culture musulmane ou qui connaissent, dévoiler une femme qui porte le voile est un des actes les plus violents qu'on puisse faire à quelqu'un. Mais les bureaux coloniaux français ont essayé, sans succès. Ayons les femmes et le reste suivra. Et pourtant, même leurs petites filles, aujourd'hui, même ici, même si elles sont la 3e ou 4e génération, elles décident de porter le voile et honneur à elles, vraiment. Du coup, on continue à rentrer dans l'histoire coloniale et donc ça devient de plus en plus sanglant. En plus, en tant que féministe, c'est dur. C'est dur parce que le féminisme, il touche à beaucoup de choses intimes, beaucoup de choses taboues. Il touche au foyer, à l'intime, il touche à plein de trucs dont on a peur de parler, dont on ne peut pas trop parler.
Si on regarde en arrière, une des grandes exploitations des femmes africaines qui a été mise en place, c'est l'exploitation de son corps. C'est quoi ça? Vous n'allez pas répondre. C'est une question à moi. C'est quoi ça? Ça, c'est des pubs. Donc, les pubs aujourd'hui, elles sont accusées de sexualiser le corps des femmes. Au début, les pubs, il y a 2-3 siècles, elles sexualisaient le corps des femmes africaines d'abord. Pourquoi? Ok, si moi je veux coloniser un endroit, j'ai besoin de 2 trucs. J'ai besoin d'une armée et j'ai besoin de colons. Donc l'armée, elle va me permettre de tuer cette zone, comme ça je peux conquérir cette zone. Et les colons, s'il y a des colons de ce groupe-là qui vont venir avec moi et on va se poser à la place des autres. Comme ça on peut recréer notre propre société et éjecter les indigènes. Par contre, au XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, c'était très compliqué de convaincre les Européens à venir, à aller par exemple au Congo, ou à aller au Brésil, ou même à aller en Australie. Parce que c'était des semaines et semaines et semaines de voyages. Et à l'époque, il n'y avait pas les avions, etc. Donc c'était dangereux, c'était réellement dangereux. Du coup, il fallait convaincre les Européens à aller dans les colonies. Donc, le patriarcat blanc, il est, comme d'habitude, génial. Donc, ils ont inventé un nouveau truc qui était ces pubs. Donc, ces photos étaient normalisées en Europe pour dire aux hommes, mais franchement, vous savez quoi, si vous venez en Afrique, vous pouvez faire ce que vous voulez des femmes là-bas. Et en plus, vous devenez riches. C'est le paradis des hommes patriarches blancs. C'est génial. Ces photos, elles sont horribles. Si vous voulez, ne les cherchez pas. Si vous voulez chercher ou les partager, essayez de flouter quand même, parce que souvent, les médias les représentent telles qu'elles sont. Mais elles nous parlent d'une histoire qui est l'histoire coloniale, qui est une histoire qui veut non seulement conquérir les ressources du territoire, dont on parle souvent lorsqu'on parle de la colonisation, de l'antiracisme, de la décolonisation, mais aussi conquérir le corps des femmes qui étaient présentes sur ces territoires. Et malheureusement, cette hypersexualisation, elle ne s'est pas encore terminée, au contraire, à cause des contre-révolutions. Ça, c'est une map, c'est le genre de map sur lequel on pourrait dessiner 10 000 trucs différents. C'est toujours la même chose, donc l'Europe, les régimes génocidaires du Canada et des États-Unis, l'Australie, néo-impérialisme chinois, et ici, en rouge, bon je ne vais pas mentionner la Russie, mais en rouge, en général, on a le sud du monde. Cette map en particulier souligne l'exploitation sexuelle qui a eu lieu dans le monde. Dans le monde, il y a le tourisme sexuel, qui est quand même très répandu. Je vous donne un exemple. En faisant cette conférence, je me suis rappelé d'un moment, il y a 2-3 ans, je parlais à des Italiens qui me disent « Bah oui, on va aller à Marrakech ». Marrakech, c'est une ville au Maroc qui est une des capitales du tourisme sexuel au monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à Marrakech, il y a plein de gens qui viennent aussi du Golfe, mais des États-Unis aussi, d'Europe, et qui viennent au Maroc pour avoir des femmes peu chères. Ici en Afrique, on a aussi l'Afrique du Sud, Mauritanie, mais en général, c'est pas une pratique, c'est une pratique qui a lieu de manière générale partout. Ça, c'est juste les lieux les plus connus. Cette exploitation sexuelle, elle a aussi comme but d'exploiter les enfants. Ça, c'est une des parties de la colonisation dont on parle très peu, et pourtant elle était énorme, à quel point les colons ont violé et exploité des enfants colonisés ou mis sous esclavage. Et encore aujourd'hui, je vous jure, si vous allez à Marrakech, moi je l'ai vu, donc je pense que si vous vous posez et vous regardez, vous allez remarquer des choses. Vous allez remarquer que par exemple, il y a des enfants dans la rue, et qu'il y a des personnes qui peuvent lui donner 20 euros, 30 euros, 40 euros, 200 dirhams, 300 dirhams, 400 dirhams. On se comprend. Si par la suite ces enfants meurent, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Alors on va aller chez la police marocaine et bien sûr l'État marocain il va protéger ses citoyens. Non. La raison pour laquelle il y a toute cette exploitation sexuelle, c'est aussi parce que les gouvernements dans les différents pays ne protègent pas leurs propres citoyens.
des ONG locales, par exemple, au Maroc. Elles expliquent à quel point c'est extrêmement difficile de soutenir parce que à chaque fois, les autorités vont protéger les touristes et les laisser partir. Il y a eu un cas énorme au Maroc où un Espagnol avait violé un enfant. Et il avait été envoyé en prison, mais le roi l'a pardonné. Ouais. Là, on a parlé de différents niveaux. On a fait un peu comme ça. Au niveau du féminisme, on est parti dans des trucs qui ont l'air basiques, comme les cheveux. Même si je pense que c'est pas du tout basique pour les gens qui doivent vivre ça au jour. On a parlé des choses beaucoup plus dures, comme l'exploitation sexuelle. Et quelqu'un pourrait argumenter, c'est super intéressant ce que tu dis, mais franchement, c'est tout. Ne fais pas du travail sexuel, nada. Et puis, je sais pas, fais des trucs naturels à tes cheveux. Tu peux passer 10 heures par semaine, enfin pas moi j'ai pas les cheveux particulièrement fraîches, mais en général, tu pourrais passer 12 heures par semaine pour faire des traitements naturels, comme ça t'as pas de cancer ni rien. Techniquement, c'est vrai. Je pense que les femmes dans cette salle seraient un peu en mode, bon, j'ai pas vraiment le temps. Mais, en mode, ouais, je suis fatiguée, les gars. Mais au moins, il y a une certaine marge de choix, plus ou moins, dans ce contexte. Par contre, si moi je me retrouve, je me sens super mal, j'appelle les urgences, je vais à l'hôpital, et à l'hôpital, je suis en mode, mais j'ai vraiment mal ici. Et la personne devant moi est en mode, ouais, mais vous les Marocains, vous exagérez tout le temps. Franchement, est-ce que t'as vraiment mal ? Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux lutter contre le médecin ? C'est pas facile. Donc tout ce que je peux faire, c'est dire, ok, peut-être, hein. Et potentiellement, après 48 heures, je serai morte. Parce que j'avais vraiment une douleur. Et que personne n'a pris au sérieux. Et du coup, là, Joël va prendre la parole pour expliquer toute la partie liée au syndrome méditerranéen et au racisme qui a lieu dans le corps médical contre les personnes africaines et surtout les femmes africaines. Je vais aborder le racisme qui sévit dans le système médical. Et donc, en quoi le syndrome méditerranéen est une conséquence directe des représentations sociales qui sont faites sur des biais cognitifs créés par la société occidentale capitaliste. Pour comprendre cette question, on est obligé de passer par un bref historique. Alors, donc, le syndrome méditerranéen, c'est un concept qui est apparu peu de temps après les indépendances en Afrique du Nord. Et donc, il faut savoir qu'à cette période-là, c'était après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe était complètement détruite et elle cherchait justement à se reconstruire, économiquement parlant. Et comment elle a fait ? Elle a utilisé ses colonies. Et donc, l'un des objectifs principaux de la France, par exemple, était de faire migrer de gré ou de force ces colonies, afin de reconstruire le pays économiquement parlant. C'est pour ça qu'on parle de migration économique. Et il a été prouvé que dans ces années-là, de la période de la colonisation, bon nombre de sévices corporels et moraux ont été faits sous la légitimité de la violence étatique qu'exerçaient les colons français à l'époque. Et donc, on se souvient notamment du massacre de Charonne en 1962 commis par l'État français, ou encore de l'affaire Jamila Boupacha, qui était militante algérienne féministe de l'organisation FLN présentée tout à l'heure, qui était torturée et violée par des officiers français. Et il faut savoir que l'exploitation au travail forcé, justement des travailleurs qui ont été forcés de migrer en France, les maladies somatiques qui pouvaient exister étaient courantes à l'époque. Et donc, dans ces années-là de migration, il y avait beaucoup de travailleurs là qui se plaignaient souvent de symptômes somatiques et psychologiques, mais qui étaient alors discrédités par le corps médical raciste et colonial de l'époque. Et Frantz Fanon, psychiatre martiniquais, le disait même que les médecins français, conditionnés par ce racisme institutionnalisé de l'époque, se plaisaient à ignorer les conséquences probables que ces conditions de vie pouvaient avoir comme impact sur la santé psychique et mentale de ces travailleurs.
Et vers les années 70, dans la littérature scientifique, on a pu retrouver quelques auteurs qui ont justement qui ont relaté des symptômes que vivaient en fait des travailleurs, des patientes. Et donc c'est vers les années 90, plus précisément en 1992, que l'OMS a finalement reconnu et classé le syndrome méditerranéen comme la fibromyalgie. Et donc la fibromyalgie, c'est une maladie qui va englober un ensemble de symptômes qui vont se caractériser principalement par des douleurs chroniques et diffuses, qui vont avoir à l'appui des troubles de sommeil, d'anxiété, de l'humeur, tels que la dépression. Et surtout, cette maladie n'a pas de cause biologique définie. Et donc, comme je viens de le dire, c'est une maladie qui n'a pas de cause biologique définie, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver de lésions fonctionnelles ou anatomiques qui vont expliquer justement les symptômes que vont ressentir ces patientes-là. Et c'est une maladie qui affecte principalement les femmes de nos jours. Et donc, il est essentiel de comprendre que pour diagnostiquer ce genre de maladie, il est important de passer par un examen clinique, donc la rencontre entre le patient et le médecin. Or, on constate de nos jours que les médecins sont susceptibles de se rattacher à des stéréotypes qui sont culturels et des préjugés racistes découlant directement en fait de cette médecine classique occidentale et coloniale de l'époque, face à des patients et des patientes qui expriment en fait leur souffrance. Et donc ici, on viendrait donc à cette deuxième définition du syndrome méditerranéen où on va plutôt désigner en fait comme une certaine forme d'exagération de la douleur des patients et des patientes et jugés trop plaintifs et ou angoissés dans le but justement de ne pas considérer leurs plaintes. Et le problème de cela, c'est que les conséquences de retard possibles sur des diagnostics, sur des maladies somatiques, des maladies fonctionnelles et ou psychiques sont extrêmement majeures et importante lorsque le corps médical, justement, porte ce genre de représentation sociale stéréotypée et raciste. Et donc, le terme cool shit est un exemple qui désignerait justement le mauvais diagnostic fait par les médecins coloniaux à l'époque des symptômes cliniques que ressentaient les femmes algériennes. Et donc ici, on peut se demander alors comment nous vivons ici en diaspora, comment ces conditions de vie peuvent impacter notre santé. Et pour cela, je vais vous lire 2 témoignages. Ami, 29 ans, qui s'est fait agresser à l'arme blanche par son conjoint, perd l'usage d'une partie de son côté droit et dépose une demande d'allocation adulte handicapé. Elle est convoquée par un médecin expert qui refuse de croire que l'accident lui est arrivé en France. Et le médecin me dit: oui, mais vous êtes venu en France avec votre handicap ou non? Pour eux, c'est comme si je venais d'Afrique avec mon handicap, pour pouvoir bénéficier des aides ici. En dépit des séquelles évidentes de son agression confirmée par les médecins du SHU qui l'ont opéré au moment où nous rencontrons Ami 3 ans après le drame, son handicap n'est toujours pas reconnu et elle attend les suites de son recours. Talila, 49 ans, a ainsi été malmenée au cours d'une consultation gynécologique qui s'est terminée par un refus de soins. Le gynécologue, au vu de son état de santé, refuse de l'examiner et s'emporte violemment. « Qu'est-ce que vous faites ici? Et d'abord, comment vous avez eu le rendez-vous » Il ne me laissait pas répondre. « Comment vous vous appelez » Il n'attendait pas. Il hurlait, il criait. « Qu'est-ce que vous faites dans mon cabinet? Qui vous a envoyé » Et puis, j'ai fait une crise. Je tremblais de tous mes membres. Je n'arrivais plus à parler, tellement il hurlait, il me criait dessus. Je l'ai supplié de se calmer, mais il a hurlé sur moi, il m'a insulté. Je ne dirai pas les termes. Et même si elle refuse de les répéter, Talila précise que ce sont des termes racistes, si insultants que les redire serait trop douloureux. Elle n'aura pas de consultation ce jour-là. Elle commence les démarches de plainte en écrivant à l'ordre des médecins, mais son médecin généraliste la dissuade de poursuivre. Il risque gros là, vous savez, madame. Je voudrais juste que vous réfléchissiez un peu. Il risque de perdre son travail, d'être rayé de la liste, etc. Et malgré la violence des faits, malgré la privation de son droit à consulter, Talila abandonne ce recours.
et finit même par s'attribuer la responsabilité de la situation. Comment je peux vivre, moi, avec ma conscience, en étant responsable du fait qu'il perde son travail? Il a des patientes qui sont contentes de lui, parce que j'ai vu des patients dans son cabinet. Je ne suis pas obligée de retourner le voir. Il y a d'autres gynécologues. J'ai écrit un courrier électronique à l'ordre des médecins, et je leur ai dit qu'en réalité, je n'étais pas bien. Je ne sais plus ce que je leur ai dit, que j'étais déprimée, des trucs comme ça, que j'ai mal pris ça, mais qu'il n'a pas été méchant et tout ça. Je me suis accusée. Et donc, face à ces exemples cités, on peut voir émerger un tout nouveau point de vue. Ce syndrome médical est vu tout simplement médicalement comme une construction sociale de la femme africaine. Comprenez que l'évolution du monde dans lequel nous vivons a permis que la population occidentale ne soit plus aussi homogénéisée qu'avant, ce qui fait que face à toutes ces femmes africaines issues de tout horizon possible, eh bien, le corps médical se retrouve confronté à ce regard essentialiste colonial qui tire sa source d'un héritage raciste. Et quand on sait par exemple que des instruments gynécologiques, tels que le forceps ou encore le spéculum, ont été utilisés sur des femmes noires comme cobayes, pour après les réutiliser à des fins bénéfiques sur les femmes blanches durant l'esclavage aux États-Unis, on ne peut que conclure qu'il s'agit bien ici d'un problème structurel et non isolé. Le corps de la femme africaine a été réduit à une chose, à une objectification sexuelle, à une déshumanisation totale de son être. Et tout cela justifié par des théories pseudo-scientifiques allant de pair avec la politique de l'époque. Et donc, il serait extrêmement naïf de penser et d'espérer qu'un changement particulier dans ce genre de domaine serait possible, car c'est ce système entier qui régit ces inégalités-là depuis le début. Prenons l'exemple ici. La version médicalisée du stéréotype culturel a été utilisée pour justifier les thèses eugénistes. Au milieu du XXe siècle, certains médecins, et pas des moindres, comme Alexis Carrel qui a reçu le prix Nobel en 1912, ont mis leurs recherches au service de l'idéologie politique de l'époque, donnant une caution scientifique aux pratiques génocidaires. La science possède donc ses ressources dans la philosophie destructrice occidentale. Et donc, ne pas prendre en compte cela ne nous permettrait pas de comprendre que c'est justement l'une des raisons pour laquelle le corps politique de la femme africaine lui a été dépossédé. Salima Bouaziz, Althea Jones-Lecointe, Cécile Fatiman, la reine Nzinga et toutes ces autres figures féminines citées et non citées depuis le début de cette conférence, qu'ont-elles toutes finalement en commun? C'est leur identité politique. Pour comprendre cela, je vais vous résumer ceci. Ce qu'il faut impérativement que vous compreniez tous ici à la fin, c'est qu'avant l'intrusion des Européens en Afrique, la femme africaine jouait un rôle actif et majeur dans l'organisation sociétale de son peuple. Et donc, il n'était pas étonnant de voir qu'elle pouvait mener des guerres, prendre des décisions conséquentes sur l'avenir de son pays, ou encore être maîtresse de son économie. En bref, elle était complètement responsabilisée et était même gardienne de la gestion de la communauté. Mais c'est lorsque le capitalisme marchand a pénétré de façon monopolistique notre continent qu'a commencé justement cette première phase de dépolitisation. Comme Divine l'a cité au début, la reine Nzinga a su résister frontalement à l'invasion portugaise parce qu'elle était politisée. Mais malheureusement, le colonialisme est apparu peu de temps après. Et c'est à ce moment précis que la société européenne a reproduit la marginalisation de leurs femmes sur les femmes africaines. On passe alors de femmes africaines responsabilisées politiquement dans leur essence à une forme de reprogrammation identitaire objectifiée. Ce qui va rendre la femme africaine vide de sens, et c'est ce qui va permettre aux colons de la sexualiser.
De nos jours, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que l'économie informelle est justement une des conséquences notables de la féminisation de la pauvreté créée par le néolibéralisme et le néocolonialisme. Et il faut savoir ici que il y a eu des conditions, et il y a encore aujourd'hui des conditions communes et matérielles qui ont permis la convergence des luttes des femmes africaines au sein des mouvements de libération panafricanistes. Et surtout, à travers la domination de cette vision égarée de la femme sur le continent. N'oublions pas que la femme africaine a été, est et sera toujours présente dans les luttes. C'est pour ça qu'il est encore inimaginable de voir qu'on ne connaît encore pas beaucoup d'activistes et de révolutionnaires historiques qui ont marqué notre histoire. Et on peut prendre le cas de la révolutionnaire Nani, qui, au XVIIIe siècle, a dirigé la révolte des Marrons en Jamaïque, au même titre que Zumbi dos Palmares l'a fait au Brésil au XVIIe siècle. Et pour autant, on ne la connaît pas. Comprenez que si nous ne reprenons pas le narratif de notre récit, nous continuerons à être des aliénés, et tout cela au profit de qui? Au profit de ceux qui nous ont martyrisés. Le système capitaliste est aujourd'hui le système patriarcal des hommes africains. Quels sont donc ces points, ces clés que nous pouvons maintenant mettre en œuvre, mais je dirais plutôt poursuivre la lutte que nos mères ont fait et justement atteindre cette révolution? La première chose que vous devez savoir, c'est que la question sur le féminisme africain est indispensable à la lutte panafricaniste. Un activiste doit être mené maintenant, dès à présent, parce qu'il y a encore des conditions qui nous s'imposent encore à nous à l'heure d'aujourd'hui. Chimamanda Ngozi Adichie disait que nous devrions tous et toutes être des féministes, car, Sankara, la révolution et l'émancipation des femmes vont de pair. Une société ne peut pas être libre sans la libération des femmes. Vous ne pouvez pas espérer un développement progressif d'une société où la liberté de notre continent, avec des hommes libres mais aliénés, tout en ignorant l'oppression des femmes. Ça n'a pas de sens. Tout homme, et surtout tout homme africain, et qui se revendique comme étant panafricain, doit agir pour la libération des femmes et être féministe. Il est temps maintenant que l'homme africain renonce aux privilèges dont il bénéficie via ce système capitaliste. Vous devez vous battre avec nous et pour nous. Personne ne le fera à notre place. Deuxième chose, l'éducation. S'éduquer nous obligera à prendre cette voie d'émancipation qui nous conduira à un rassemblement de notre savoir commun. L'éducation est primordiale pour la lutte. Elle a toujours été et elle le sera toujours. Car c'est en connaissant les différents types d'oppression subis et les combats menés par nos mères, via les traces du passé qui nous restent, que dès à présent nous pourrons nous affranchir des conditions de vie critiques, que nous pourrons avoir une éducation encore plus poussée, que nous pourrons permettre aux générations futures justement de vivre dans des meilleures conditions possibles, créées par notre rupture totale, créées par notre révolution. Il est temps pour nous, et c'est à notre tour maintenant, de persister à détruire ce paradigme pervers. Et dernière chose, ici, le comité Ujamaa vous appelle à tous ici présents à rejoindre des groupes de femmes actives. La sororité africaine est importante. En tant que militants et militantes activistes révolutionnaires, la formation théorique, c'est très bien, mais être dans l'action, c'est mieux. La théorie ne suffit pas et ne garantit pas notre volonté à être engagés, sur le long terme peut-être. Être dans l'action, c'est se rendre humble
car tu vas découvrir les réalités de l'autre, tu vas vivre avec eux. C'est important pour nous de se former et de vivre comme ils vivent. Parce qu'en restant dans ces formations théoriques, vous restez dans votre confort d'intellectuel d'élite. Et ça, c'est pas ce qu'un panafricain doit faire. Je pense par exemple à l'Association soudanaise de Belgique ou encore à la FEDE qui milite contre l'utilisation du viol en RDC comme arme de guerre. Je pense au collectif Soussou, à Téton Marron, à Bamko, à SBL et autres. Il y en a plein. Et comprenez aussi qu'il y a des activistes aujourd'hui, contemporaines, qui mènent la lutte et qui visibilisent notre combat, comme Maud Salomé, Ndella Diouf ou encore Juliette Congo. Et ce que je peux vous dire, en tant que présidente du comité Ujamaa, c'est que nous avons décidé cette année, via les responsables de la Team Event, de créer un espace féminin réservé aux membres internes qui, justement, nous permettra de débattre sur des questions, sur des enjeux socio-politico-économiques qui nous concernent et dont nous faisons face encore actuellement. Notre but est de défaire ces thématiques erronées qui nous ont été imposées et d'intensifier notre idéologie à travers notre militantisme. Des projets seront en cours. Nous connaîtrons des brimades, des minimisations. Mais ce qu'il faut que vous reteniez tous ici, c'est que la place politique et sociale de la femme africaine doit être restituée en symbole de la libération totale. Sinon, les luttes n'arriveront jamais à se pérenniser. À vous tous ici, présents maintenant, produisons et mobilisons-nous contre toute entité qui cherche à réduire notre rôle politique en chacun d'entre nous. Utilisez votre savoir pour la communauté. Et conscientisez, parce que la conscientisation, c'est ça qui nous mènera à la révolution. En tant que femmes africaines et féministes, prenons le pouvoir des luttes. Merci. Wow. Est-ce que ça va toujours? Oui. Je pense que je peux un peu rappeler tout ça en disant que la femme africaine, elle est forte, inspirante et même révolutionnaire.